J'appelle maintenant deux représentants de Medtronic, Stéphane Roch, directeur des comptes stratégiques, et Antoine Greux, responsable innovation, qui vont nous rejoindre. Et vous avez préparé alors une présentation à deux voix avec un titre très sympa, Quand Alan Turing rencontre Ambroise Paré, grand saut dans le temps. Et je crois que Jean-Claude, qui est Ambroise Paré, qui est un Turing. Je crois que Jean-Claude, tu voulais dire un mot? Je t'en prie, tu peux aller au pupitre, peut-être dire un mot. Oui, je veux un mot pour les remercier et leur dire que voilà, l'idée c'était de leur dire quelle est votre vision, et je leur ai lancé un défi. Trouvez-moi quelque chose d'exceptionnel, et je pense que le titre est bien trouvé. Mais je crois qu'aussi Albert Claude veut dire un mot avant, juste. Je voudrais dire Ambroise Paré 1510, Alan Turing 1912, un saut de 400 ans. Voilà, alors Command Center, comment vous allez nous faire voyager dans le temps, et comment de l'invention des ligatures par Ambroise Paré, ligatures artérielles, il a permis de traiter les hémorragies artérielles, il a permis de cautériser les amputations de jambes. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va gagner quelque chose avec la transformation chirurgie 4.0? Est-ce que les chirurgiens vont avoir oublié de comment traiter les urgences quand il n'y a pas de matériel, quand il n'y a pas de robot, quand il n'y a pas d'ordinateur? Merci beaucoup. Bonjour. Petite pression pour le lancement de cette keynote, mais on vit bien la pression. Avec Medtronic, on peut tout faire. Donc l'an dernier, on vous avait présenté la boucle fermée et l'innovation apportée à la robotique chirurgicale grâce au Mazor, et on vous avait aussi présenté une solution d'interopérabilité nommée Cortex. Donc vraiment très focus produit, et aujourd'hui et innovation. Et ce matin et encore cet après-midi, on a vu de très belles présentations technologiques. Mais on a souhaité qu'Antoine vous parle de notre vision de la chirurgie 4.0, qui n'est pas du tout liée, ou très peu, aux innovations en tant que telles. Je te laisse démarrer. Alors aujourd'hui, on fait le constat que le bloc opératoire, c'est une chambre forte, c'est une boîte noire. L'an dernier, directeur d'un très grand hôpital public parisien, disait à CHIR 4.0 que pour lui, le bloc, c'était vraiment une boîte noire, il ne savait pas ce qui s'y passait. On se rend compte, ça nous a fait sourire, et quand on a pensé à Las Vegas, pas pour le facteur chance par rapport à une opération, mais pour le fait que ce qui se passe au bloc opératoire reste au bloc opératoire. Petit clin d'œil pour Eric et sa vision justement qui n'est pas celle-ci, mais il est assez isolé et précurseur comme on le sait. Aujourd'hui, on le sait tous, il y a de plus en plus d'EDM, d'équipements connectés, qui envoient de la data, qui interagissent entre eux et créent de nouvelles data, des métadatas. Il y a même les datas issues de l'équipe chirurgicale. On a de plus en plus d'outils d'innovation qui vont permettre de capter des interactions humaines et d'en faire de la data. Donc on n'arrête pas de produire de la data dans le bloc et on ne s'en sert pas. On s'en sert très peu. On estime que 97% des datas de santé aujourd'hui sont utilisées, et quand elles le sont, parce que manque d'outils, manque de temps, manque d'ouverture, d'état d'esprit, et quand elles le sont, on passe 80% de notre temps à les cleaner, à les restructurer plutôt que de les analyser. Donc en fait, tout l'enjeu pour nous, ça va être de changer de paradigme. Alors, notre voyage dans le temps, malheureusement, n'est pas sur une durée de 800 ans. Là, on est davantage sur 60 ans. Hein. Le début de la chirurgie cœlioscopique, c'était dans les années 80. On parlait hier de Second French Revolution, comme le disent les Américains. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'interstice entre deux vagues, hein, deux grandes innovations chirurgicales. Donc la chirurgie mini-invasive guidée par l'image, qui a été notamment permise grâce au développement du digital. Et aujourd'hui, donc, le développement de l'intelligence artificielle et puis des big data va permettre un terme qu'on retrouve, et on l'expliquera un petit peu plus tard, autonomous surgery ou computational surgery, ou chirurgie assistée par ordinateur en bon français, qui va permettre de nombreuses innovations technologiques, hein, comme on peut le voir comme une petite marketplace avec des briques qu'on va pouvoir prendre à souhait sur étagère pour finalement personnaliser sa chirurgie de demain. Donc la téléchirurgie, donc vous connaissez la robotisation. Hier, Jean-Claude parlait de federating learning, et puis on reviendra sur ces sujets-là, de réalité augmentée, de capteurs, de jumeaux numériques. Donc on est dans cet univers de chirurgie assistée par ordinateur. La question que l'on peut se poser,
c'est quelle sera l'ampleur de cette vague. Donc les vagues précédentes ont eu un retentissement sur l'organisation déjà d'un bloc opératoire, sur l'organisation d'un parcours de soins, et on le voit, les vagues passées, donc j'évoquais l'image, j'évoquais le digital, si on prend l'exemple notamment des vagues Internet, mobile, cloud, et donc la prochaine l'IA, à chaque fois, on était dans un ordre de grandeur de facteur 3. Donc la prochaine vague, c'est pas surfer à Biarritz, mais là, c'est aller direct au Portugal, à Nazaré, donc ça va être une vague d'ampleur significative qui va donc impacter le quotidien et l'organisation des établissements de santé. Alors, avant de rentrer de plein pied dans la révolution, on se dit que peut-être l'IA, les data, la connectique, peuvent au moins régler une partie des problèmes structurels. La difficulté, en fait, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'il y a de grandes innovations qui apparaissent tous les ans, et vous le savez mieux que nous, et pour autant, on n'a pas vu réellement de changement de modèle, de changement de paradigme. Et les grands enjeux qui sont devant nous tous, en termes de santé, en termes de chirurgie, de gestion des hôpitaux, vous le savez mieux que nous, la pénurie des ressources humaines, et on craint que ça puisse s'accélérer. On estime qu'il manquera 10 millions de professionnels de santé, l'OMS, à horizon 2030. Les erreurs médicales, qui représenteraient près de 25% aux États-Unis des décès. Sachant que là, typiquement, sur l'erreur médicale, on voit que l'IA, la data, les innovations apportent déjà des solutions par rapport à la gestion de la fatigue, aux alertes, à un meilleur suivi post-opératoire. C'est le cas aussi pour les complications. Une très bonne... donc bien sûr, c'est plus précis, c'est plus juste, donc on peut imaginer, et ça fait sens, moins de complications, moins d'erreurs. Mais les complications, il y a un très beau topo hier, qui mettait en avant justement l'intérêt du suivi post-op, puisque la majorité des complications se situent en post-opératoire, et que si aujourd'hui on est capable de mieux suivre le patient après son opération, on va réduire significativement les complications, au moins on va mieux les anticiper. Et quant à l'efficience, on le sait tous, la santé, c'est un investissement pour la société, compris entre 11 et 18% du PIB dans l'ensemble des pays développés. On peut se poser la question de est-ce que ces innovations aujourd'hui vont réduire significativement cet investissement pour la société, donc la part du PIB, sachant qu'on peut se poser la question de manière vertueuse. On n'est pas obligé de considérer que la santé doit coûter moins de 18% du PIB. On peut aussi se dire, on fait le choix de société de maintenir cet investissement, mais au lieu de l'utiliser pour des doublons, des redondances, des durées de séjour extrêmement longues, on peut au contraire l'utiliser pour plus d'innovation ou une meilleure prise en charge de certaines indications. Donc on n'est pas encore à la révolution. Quand on essaie finalement de comprendre l'impact de cette révolution-là, on fait un petit pas de côté et donc on va voir comment ça se passe dans d'autres secteurs industriels. Et vous avez des acteurs reconnus de Board of Innovation, notamment qui accompagnent dans d'autres secteurs industriels des usines, des entreprises sur cette transformation à la fois des process, transformation des modes de production. Et à chaque fois, ils en tirent un constat. L'idée, ce n'est pas d'intégrer en fait une technologie en soi pour aller chercher des gains de productivité, des gains d'efficience, certes, mais vraiment utiliser l'arrivée de ces nouvelles technologies pour se poser la question de mon changement de modèle. Et donc, ils conçoivent un modèle qui s'appelle The Autonomous Age. Donc, je parlais d'Autonomous Surgery, qui est vraiment ce point de rencontre. Ils appellent ça la petite zone de génie entre le monde digital et le monde physique, donc le monde de l'intelligence artificielle et le monde finalement chirurgical. Aujourd'hui, donc, on est à chirurgie 4.0. Cette petite zone de rencontre, ce sweet spot, qui va vraiment permettre d'augmenter donc les compétences, d'augmenter le chirurgien et de trouver le juste milieu, le bon positionnement, la bonne autonomie, le bon libre arbitre en tant que professionnel de santé grâce à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans mon quotidien. Donc on n'est pas sur automatisation, mais vraiment sur l'autonomie. Tu peux même te mettre là. Alors, on a assisté récemment à une communication avec Antoine d'un chirurgien expert en robotique et également adepte de la planification chirurgicale. Et lui a été posée la question, pendant sa communication, de s'il devait retenir qu'une de ces innovations, laquelle il garderait.
Alors, sa réponse a été sans aucune ambiguïté, elle figure à l'écran, hein, c'est une quote. C'est que s'il devait choisir une seule opération pour opérer sa mère demain, il garderait la planification et non le robot. Alors pour être très clair, il est très satisfait de sa pratique en robotique et le robot lui a apporté beaucoup. Donc le sujet n'était pas je ne veux pas garder le robot. Le sujet était, et il l'a intégré, et ça nous a bluffé avec Antoine, et surtout on commençait à préparer notre intervention, et donc on s'est dit c'est incroyable, c'est un des premiers qu'on voit, donc on ne vous dit pas son nom, et il ne nous a pas autorisé à le citer, mais c'est un des premiers qu'on voit concrètement et qu'on entend nous décrire comment une innovation a changé pour lui la pratique opératoire au sens vision systémique du bloc, délégation de tâches à son équipe, anticipation. Et ses arguments étaient très forts. C'était « moi, je garde la planif parce qu'avec la planif, j'ai plus de confiance, je sais où je vais, je peux anticiper, je peux partager la feuille de route avec mon équipe. Et avant d'entrer au bloc, on a tous revu avec moi ce qu'on allait faire et ce qu'on allait trouver. Et donc, on va s'organiser en conséquence pendant l'opération. » Alors, notre conviction avec Antoine, c'est que les enjeux de la CHIR 4.0, ils ne sont pas technologiques. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on verra encore demain et cet après-midi, ce n'est pas bluffant, c'est totalement bluffant. Mais si on veut parler de CHIR 4.0, l'enjeu n'est pas technologique. Déjà aujourd'hui, on a fait tellement de progrès technologiques en quelques années que si on pouvait les déployer à l'échelle dans l'ensemble des systèmes de santé, déjà le gain serait incroyable. Et les apports technologiques qui vont arriver demain seront certes à chaque fois bluffants, mais tellement loin de l'apport sociétal de ce que pourrait déjà résoudre comme problème ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais pour ça, on n'a pas besoin de technologie, on n'a pas besoin de digital, on a besoin d'humain, de sociétal, on a besoin d'un vrai changement d'état d'esprit. Chez les praticiens, chez les directeurs d'hôpitaux, chez les régulateurs, chez les citoyens, les politiques, mais aussi chez les patients. Et il faut vraiment qu'on ait un environnement qui soit ouvert à cette révolution et qui accepte des approches fédératives, davantage de partage, qui accepte beaucoup plus de transparence, qui accepte des enjeux de soutenabilité de société et qui accepte aussi l'automatisation dont a parlé Antoine, puisque ça veut dire aussi une question partagée avec le patient du rapport bénéfice-risque. Le futur qu'on est en train de dépeindre, on y est déjà aujourd'hui, des établissements de santé, notamment en dehors de l'Europe, je pense aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, mettent donc un premier pied dans ce parcours chirurgical 4.0. Donc l'idée, c'est de faire un petit tour de quelques innovations technologiques. Alors il y a un parti pris, il y en avait des tonnes et des tonnes qu'on aurait pu vous présenter, mais qui impactent donc le quotidien à la fois des professionnels de santé et des patients. Donc pour commencer, c'est l'avatar médical, on en entend parler en France, mais vous avez une société aux États-Unis qui s'appelle Hippocratic AI, qui conçoit des avatars médicaux. Aujourd'hui, donc, dans un parcours de soins sur des tâches de type éducation à la santé, des éléments de diagnostic, mais vraiment non cliniques, d'information patient, et ça fonctionne très bien. Sur étagère, ils existent et ils sont intégrés pour digitaliser le parcours de soins. Vous avez des technologies aujourd'hui qui permettent de faire le planning opératoire de manière complètement automatisée. Donc grâce à des modèles dynamiques de planification sous contrainte, vous les retrouvez, ces jumeaux numériques sont utilisés notamment dans le domaine industriel, de la logistique, dans le domaine de l'armement, etc. Et la technologie peut être appliquée, dupliquée dans le domaine médical pour éviter de le faire à la main, comme c'est le cas aujourd'hui, et de proposer des scénarios de planning optimisés au cadre de blocs pour améliorer donc l'efficience et le fonctionnement des blocs opératoires. Alors, un robot instrumentiste, si vous regardez Robot Nurse VLA, vous allez tomber sur une vidéo chinoise d'un robot qui reconnaît directement sur un chariot les instruments, leur taille, et qui les passe de manière automatisée aux chirurgiens pendant une intervention. Le monitoring et donc l'amplification de la performance cognitive, quand on regarde les publications, aujourd'hui, les erreurs médicales sont liées parfois à la surcharge mentale. Donc, des technologies apparaissent pour optimiser l'état cognitif en amont, mais aussi pendant une intervention. Et pour terminer, en Arabie Saoudite, vous avez le premier établissement 100% virtuel avec une capacité d'accueil de 400 000 patients.
Donc on parlait de changement de modèle et notamment de mode opérationnel. Donc on a fait l'exercice en essayant de se projeter sur ces évolutions, cet impact systémique, notamment de nouvelles technologies. Donc bien sûr, on en a parlé, le Command Center, qui sera tout au long d'un parcours de soins un acteur clé pour suivre, monitorer donc les patients, mais également assister en temps réel les professionnels de santé en amont et en aval d'un acte chirurgical. Toute la partie amont, elle peut être en partie augmentée grâce à l'intelligence artificielle, donc de la biologie au domicile. Les technologies existent déjà, je pense notamment à LumiraDx par exemple. Vous avez la possibilité de faire de l'imagerie avec des algorithmes d'IA embarqués qui vont automatiquement détecter certaines liaisons, certaines anomalies. Ensuite, vous pouvez utiliser, comme on l'évoquait, les avatars, et toute cette partie-là peut être externalisée en dehors de l'hôpital. Donc le post-op, je ne vais pas m'attarder dessus, je vois le temps qui défile avec tous les outils que vous connaissez, et le bloc opératoire, comme on l'évoquait, de la planification jusqu'à l'analyse post-opératoire. Et chacune de ces étapes vient alimenter un jumeau numérique qui est lui-même enrichi par cette infrastructure fédérative. L'idée, c'est de pouvoir obtenir le plus de données possible pour derrière pouvoir nourrir le développement d'algorithmes et derrière s'assurer qu'on soit en capacité d'avoir une bibliothèque de cas patients relativement riche. Donc vous l'aurez compris, et pour conclure très rapidement et tenir le timing comme tout le monde, nous on est convaincus que toutes les briques d'innovation sont incroyablement performantes à chaque fois, mais ce qui va vraiment changer la donne et faire cette révolution qu'on attend tous, c'est de les intégrer tout au long du parcours, que ce soit dans l'hôpital ou hors hôpital, et puis de les piloter avec une logique comme un command center. Donc si ça vous intéresse, on est juste derrière le mur à la pause, n'hésitez pas à venir nous voir. Sur le stand, on vous présentera Mazor, on vous présentera Unide, et qui associe maintenant la personnalisation et la planification en une seule tâche. On vous présentera aussi Digital Surgery, qui permet de capter les vidéos et d'en faire des outils d'analyse analytique et vidéo et de formation, et puis surtout de piloter un bloc. Alors pour ça, il nous faut un bon profil. On recrute donc un chirurgien en technologie avancée qui vienne donc nous voir sur notre stand, un chirurgien qui fera partie d'une équipe complète. Certes, vous aurez toujours votre staff chirurgical, mais vous aurez à vos côtés un coach en sciences cognitives, un ingénieur vraiment spécialisé dans les softwares chirurgicaux, bien entendu votre chef du Command Center. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est vraiment en attente d'un tel profil. Et c'est donc la dernière slide, on vous laisse avec quelques questions pour cet après-midi. Est-ce qu'un chirurgien pourra opérer de chez lui en télétravail sur plusieurs sites? On avait une super présentation ce matin de RoboCat qui semble le permettre, par exemple. Télétravail chirurgical. Exactement. Est-ce qu'il va externaliser, ou même le mot n'est pas tout à fait correct, confier une partie de son activité à son avatar? Allez voir les vidéos de cet hôpital aux États-Unis où le patient passe 1 heure avec l'avatar du chirurgien à poser un certain nombre de questions et obtenir les réponses de premier niveau. Évidemment, le chirurgien reprend la main s'il y a des questions sensibles. Comment on va interagir demain entre les outils, les équipements, les IA et l'humain? Et puis surtout, une question qui nous paraît hyper intéressante, et on s'arrête là-dessus. Au Japon, vous ne le savez peut-être pas, mais la planification est obligatoire pour obtenir le remboursement de certains actes. Et ça nous paraît vraiment être un changement de paradigme. C'est-à-dire, on est convaincu que planifier apportera à la société, donc la société dit « très bien, je prends en charge l'acte, seulement si vous l'avez bien planifié ». Magnifique, merci. Très bonne conclusion. Merci infiniment Stéphane Roch et Antoine Greux. C'était extrêmement convaincant, et donc vive le télétravail chirurgical, opérer depuis son lit, pourquoi pas.